Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce grand JT des territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale, fête de fin d'année. On replonge ensemble dans les moments forts de cette année avec un best-of de vos reportages préférés. Une rétrospective riche en émotions et en découvertes pour revivre l'actualité des territoires autrement. Tu sais que je veux un peignoir pour le bas, tout bleu, avec mon prénom dessus. Je t'aime beaucoup. Des lettres comme celle-ci, le Père Noël en reçoit plus d'1 million chaque année. J'étais moyen sage. C'est ici, dans son secrétariat à Libourne, à l'aide de ses lutins, qu'il lit et répond à tous les courriers. Je pense qu'on est à environ 1000 courriers par jour et par lutin. Le Père Noël est international. La quinzaine de lutins reçoit aussi des lettres qui viennent du monde entier. Des lettres Russie, Biélorussie, Chine, Hong Kong, Taïwan, un petit peu Amérique latine aussi. On a vraiment, je ne saurais plus dire le nombre, on a énormément de pays qui écrivent du monde entier, ça arrive ici. Et parfois, certains courriers retiennent l'attention. J'ai un projet, c'est de créer une association pour aider les lutins et toi, Père Noël, à récupérer les jeux pour les enfants malades ou malheureux. Donc ça m'a touchée en fait, on reçoit beaucoup de lettres ou des personnes, des enfants qui demandent à donner à des enfants qu'ils n'ont pas. Depuis 62 ans, le secrétariat du Père Noël reçoit les lettres de petits et grands. Et tout a commencé grâce à une factrice de l'époque. Magdeleine Homo, qui a pris l'initiative, voyant tous ces courriers d'enfants arriver à destination du Père Noël sans pouvoir apporter de réponse, qui a décidé de sa propre initiative d'ouvrir les courriers et de faire une première réponse aux enfants. Et cette initiative, elle a avancé, elle a évolué, elle a été appuyée par Françoise Dolto pour le côté pédagogique, puis politiquement par son frère, qui était à l'époque ministre député, Jacques Marette, et c'est devenu, au fil des années, une véritable institution. À Limoges, un imposant sapin domine le centre-ville. Lucie Montibus et Alain Druot de cet à Limoges ont suivi l'incroyable voyage de cet arbre. Regardez. Avant d'en arriver là, le sapin de la place de la République a été patiemment cultivé avec pour objectif d'être décoré, illuminé et de faire briller les yeux des petits et des grands. C'est une logistique énorme pour faire des grands sapins. Il faut des tracteurs, il faut des débardeurs, il faut des gros entonnoirs pour emballer les sapins, il faut des grumiers avec les grues pour les soulever. Et il faut faire attention de ne pas les casser. Donc c'est vraiment une logistique très importante pour les grands sapins et très technique. Abattre et conditionner un sapin de 12 à 13 mètres demande une certaine habitude, d'autant que le sapin est tracé depuis la commande. Chaque mairie, dans un appel d'offres, a un cahier des charges et donc nous demande des différentes tailles de sapins. Et quand c'est des grands sapins de 10, 12, 14 mètres, je les sélectionne, je fais une présélection dans les plantations. Et ensuite, souvent, pas toujours, mais souvent, les responsables des mairies viennent le choisir eux-mêmes. Un sapin qui sera suivi depuis Neuvy-Cantier de bout en bout jusqu'à son arrivée sur le site du village de Noël en plein centre-ville. Sur la place de la République, le sapin et également des chalets. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces chalets ? Alors on va retrouver des chalets gourmands où on va pouvoir consommer sur place différentes productions régionales. Ensuite on va retrouver de l'artisanat et aussi de la nourriture à emporter. Vous avez peut-être décoré votre maison de guirlandes lumineuses. Dites-vous que certains poussent la démarche à son paroxysme. C'est le cas d'Éric Boyer et de sa famille qui préparent les décorations depuis août dernier. Et le résultat en vaut la peine. Découvrez une maison entièrement illuminée avec près de 3 km de guirlandes. Visite guidée avec Marie-Lise Parillo pour TL7 dans la Loire. Dans la nuit, on ne voit qu'elle. La maison d'Éric Boyer est rayonnante pour les fêtes de fin d'année. Au total, 40 000 lumières forment ce spectacle. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de lumière, mais moi ça me coûte, sur l'ensemble du mois que j'éclaire, ça me revient à 50 €, voilà, de plus. Tout simplement, c'est tout des lumières LED. Pendant la moitié de l'année, avec sa famille, il prépare les scènes. Plan, croquis, il faut bien tout ce temps, car beaucoup de décors sont faits main. Toutes les années, on a toujours peur d'être à la traîne, quoi. Mais bon, mais ça le fait, ça le fait. Donc le moulin fait maison aussi. Moulin, bonhomme de neige, tout est fait pour émerveiller. Ils ont le sourire, parfois il y en a qui veulent faire plusieurs tours.
Mais bon, même les grands aussi, hein. Ils adorent. Chaque année, il y a des nouvelles, il y a des nouveautés. C'est un petit peu amélioré à chaque fois. C'est incroyable, quoi. Toujours plus. Déjà que c'est magnifique et il en rajoute une petite couche. On ne sait pas comment il fait, mais ouais, c'est splendide. Éric Boyer ouvre sa maison jusqu'au 7 janvier aux visiteurs et leur offre même quelques friandises et collations. En repartant, ils sont invités à laisser un mot dans le livre d'or. Toujours, le promet Éric, rempli de beaux compliments. Et ils ont fait rêver le monde entier cet été. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris sont terminés. Mais la mascotte, l'iconique Frige, continue de faire parler d'elle. Non seulement elle a connu un très grand succès, mais elle s'habille désormais pour les fêtes de Noël. L'occasion pour les fans de garder un souvenir festif de cet événement mondial. Notre partenaire TVR a été à la rencontre de Mélanie, couturière dans l'entreprise qui fabrique ces peluches. Écoutez-la. Quand on est couturière, on ne s'attend pas à être mis sur le devant de la scène comme ça. C'est plutôt un métier, ce que je disais, de petites mains cachées derrière discrètement. On fait notre travail et puis on ne nous voit jamais. Que notre produit comme ça soit aussi connu et qu'il y ait eu autant d'engouement, du coup, pour ce que nous, on a produit, eh ben, on est content, on est fiers. Un majestueux sapin haut de 30 mètres et pesant près de 8 tonnes a été abattu dans la forêt domaniale de Champs, dans les Vosges. Et ce, afin d'être transporté sur la place Kléber à Strasbourg pour le marché de Noël. Cette tradition annuelle marque le début des festivités dans la capitale alsacienne, qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Un reportage de notre partenaire Vosges Télévision. Regardez. Le grand sapin de la place Kléber a été sélectionné dans la forêt domaniale de Champs, en Déodacie. Ce sapin, évidemment, c'est le plus photographié de capitale de Noël. C'est l'image qu'on retrouve le plus souvent sur tous les médias. C'est celui qui marque un peu l'édition chaque année. Chacun a son avis. J'aime la décoration, je ne l'aime pas. Donc c'est un marqueur important et il nous tient à cœur qu'il soit à la hauteur de l'attente de tous les visiteurs et de tous les Strasbourgeois. Et c'est l'Office national des forêts qui a la charge de trouver l'arbre. Des agences s'y attellent dès le mois de janvier avec de nombreux critères. Il y a des critères esthétiques et techniques. Alors esthétique, c'est un arbre qui doit pousser, qui doit être relativement conique, qui a une forme de sapin de Noël, ce qui n'est pas forcément le cas pour un arbre forestier. C'est un arbre qui doit pousser de manière isolée en forêt. Donc en forêt, les arbres ne poussent pas isolés. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que ce n'est pas facile de trouver cet arbre. Le jour J, il aura fallu 4 heures de préparatifs avant les premiers coups de tronçonneuse. Un conifère de 70 ans, haut de 30 mètres, avec un poids de 8 tonnes environ, nécessitant 2 grues et un camion de convoi exceptionnel pour le déplacer, ainsi qu'un dispositif important de sécurité pour éviter tout accident de bûcheronnage. Si l'arbre est offert, l'opération technique coûte 70 000 € à la capitale alsacienne. On en a pour 2 semaines de travail, c'est-à-dire qu'on le coupe. Quand il sera sur la remorque, on ne pourra pas le transporter. Donc on va prendre branche par branche pour le replier et de manière à ce qu'il ait les dimensions nécessaires au transport. On va casser quelques branches pendant le transport, donc on va lui refaire une beauté. Et après, il y a tous les électriciens, il y a tout ce beau monde qui va travailler là. Et il y a 3 semaines de travail. 3 millions de visiteurs se déplacent au marché de Noël strasbourgeois. Du 27 novembre au 5 janvier, une petite part de la forêt vosgienne sera au cœur de la fête. Depuis 5 ans, les frères Million Rousseau distillateurs louent une cave atypique à la commune de Méaulan-Revel dans les Alpes de Haute-Provence et la partagent d'ailleurs avec la coopérative laitière de la vallée qui fait maturer ses fromages depuis une vingtaine d'années. Dans la vallée de l'Ubaye, la distillerie artisanale La Bananche fait vieillir le seul et unique whisky du sud de la France dans un ancien tunnel ferroviaire. C'est un sujet d'Arthur Soriba pour La Provence à consommer avec modération. Ce whisky donc, qui a un peu plus de 3 ans de vieillissement. Dans la vallée de l'Ubaye à Méaulan-Revel depuis 5 ans, la distillerie artisanale La Chananche fait vieillir son whisky dans un ancien tunnel ferroviaire. Ce nom Laver qui est un peu atypique, du moins sur l'orthographe, c'est un vallon de montagne qui est pas très loin de la distillerie, à quelques minutes en voiture. Et le tunnel de vieillissement dans lequel on opère donc le vieillissement de ce whisky est au pied de ce vallon. C'est pour relier toutes les préfectures et sous-préfectures de France au réseau ferré national que la percée du tunnel entre Chorgues et Barcelonnette avait débuté en 1909. Ralentis par la Première Guerre mondiale, les travaux sont définitivement abandonnés en 1935. Eh ben, il y a de l'eau. La raison avancée, le projet du barrage de Serre-Ponçon va noyer certains tronçons.
Nous avons décidé d'investir ce lieu, déjà parce qu'il y a beaucoup d'espace, puisque les barriques doivent rester 3 ans sur place, donc forcément ça s'accumule. Et puis c'est une cave très intéressante de par le taux d'humidité dans l'air. Là on est à 90% d'humidité dans l'air, donc c'est très humide. Et puis le peu de variation de température d'une saison à l'autre. Et donc ça c'est très intéressant pour booster le vieillissement du whisky et ça apporte un vieillissement particulier, une signature particulière. Donc des barriques qui viennent de vins blancs d'appellations, de domaines assez renommés, je pense surtout à mes barriques de Sauternes. Et puis plus récemment des barriques de Nebbiolo. Le Nebbiolo c'est un cépage de vin italien qui est produit dans le Piémont et en Toscane. C'est très satisfaisant. Lancée par leurs parents en 1994 avec une liqueur de framboise, la distillerie familiale a été reprise en 2019 par François et Jérôme qui ont fait d'elle la première à brasser, distiller et faire vieillir du whisky en région PACA. On a donc développé un pastis, un gin, une liqueur de menthe. Et puis donc, plus récemment en tout cas, le whisky. Ça permet d'aller chercher de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de travailler, d'essayer, d'innover. Le whisky français est en plein boom et on voulait aussi participer à cette aventure du whisky français. Comment sensibiliser à la cause environnementale ceux qui travaillent au quotidien? Regardez cette expérience menée par le grand groupe français numéro 1 du luxe mondial LVMH. Tous les 2 ans, ce groupe organise un concours pour toutes ses maisons et ses employés. Une compétition qui récompense l'excellence environnementale des boutiques et des points de vente partout en France et dans le monde. Christophe Rigaud s'est rendu à l'auditorium d'LVMH où Antoine Arnaud et Hélène Valade, la directrice du développement et de l'environnement du groupe, ont remis ces Oscars vertueux aux gagnants. Regardez. Avec ses 1200 mètres carrés, la boutique des Champs-Élysées est le plus grand magasin Sephora d'Europe. Rénovée il y a tout juste 1 an, la boutique, propriété du groupe LVMH, est désormais à la pointe en termes de réduction d'énergie. Tout a été repensé, notamment l'éclairage. Le matin, on allume 50% du magasin et c'est seulement à partir de 9h45 qu'on passe à 100%. Un dispositif qui permet une importante baisse de la consommation d'énergie. C'est la plus grande fierté environnementale de ces magasins. Les consommations ont été divisées par 2 grâce à une très bonne maîtrise d'éclairage, de température et de systèmes de chauffage et d'air conditionné. Le niveau sonore de la boutique a également été réduit, mais aussi les odeurs de parfum grâce à des filtres à charbon. Des aménagements qui ont amélioré le travail des salariés et qui ont aussi permis à Sephora d'être récompensé dans un concours interne au groupe LVMH qui met en lumière les boutiques pour leurs performances environnementales et sociales. Mais pour monter sur le podium, de nombreux critères ont été passés au peigne fin. C'est par exemple les mégawattheures ramenés au mètre carré pour chaque boutique, c'est la capacité à organiser le traitement des déchets, c'est les LED, le pourcentage de boutiques qui sont passées en LED. Vous voyez, c'est des choses très concrètes, parfois très techniques. C'est des catégories de matériaux utilisés aussi pour la construction des boutiques. Avec ses remises de prix, le numéro 1 du luxe souhaite encourager ses 6000 boutiques à travers le monde, mais aussi ses fournisseurs et les propriétaires de centres commerciaux à développer de bonnes pratiques environnementales. C'est une saine compétition, c'est plutôt de l'échange de ce qu'on appelle les best practices, donc les meilleurs usages en termes de lighting par exemple, ou sur d'autres sujets très importants comme l'utilisation de l'eau. Et puis, de fil en aiguille, ça crée un développement très positif. Toutes les maisons, d'abord, se galvanisent entre elles et au final, des gains d'énergie, une meilleure utilisation des ressources et qui donne une entreprise plus responsable. L'objectif est notamment de pouvoir réaliser un minimum de 5% d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de carbone dans tous les centres commerciaux à partir de cette année. Sans transition, partons maintenant découvrir Bertrand Loïc avec Canal 32, un photographe installé dans l'Aube. Sa particularité, être non-voyant, un handicap qui ne l'empêche pas de vivre pleinement sa passion pour la photographie. En 2018, il ose montrer ses photos à son entourage. Surpris par la qualité de ses clichés, ses proches l'incitent à continuer. Aujourd'hui, Bertrand Loïc sillonne les chemins de randonnée. Il compose et écrit des textes pour accompagner ses photos et ses expositions. Regardez. Quand le chemin est dégagé, relativement large et que c'est calme, je peux tout lâcher et je le suis
au bruit de ses pas. Bertrand Loïc a progressivement perdu la vue depuis l'enfance jusqu'à ses 20 ans. Son compagnon de route étant photographe, il a osé faire comme lui grâce à un smartphone. Incliné vers la droite. Ouais, voilà. Niveau. Voilà, là il dit niveau, là je bouge plus et j'appuie 2 fois n'importe où sur l'écran. Je ne vois que d'un seul œil. Quand on se balade ensemble autour du Mont Blanc, par exemple, on imagine un œil pour 4, en fait. Si ses yeux dysfonctionnent, en 2018, Bertrand Loïc se décide à oser montrer ses photos dissimulées dans son smartphone à une collègue de confiance. Et elle m'a dit, Bertrand, il ne faut pas que tu effaces tes photos. Depuis, il expose ses tirages et il a pu nouer une nouvelle complicité avec son père qui photographiait jusqu'à ce qu'il perde la vue. Son objectif désormais consiste à partager son regard d'aveugle. C'est marrant, je bouge un peu, je sens comme une lumière qui change un peu. Il doit y avoir soit une branche, soit un nuage. Et donc ça peut me donner envie, ça. Toujours attiré par l'art, Bertrand Loïc s'exprime désormais par le biais de compositions musicales, de prises de son ou de l'écriture. Quand l'acte fait sens, spontané, adéquat, une joie reparaît, qui remplit sans pourquoi. Célébrant le retour d'un incertain inscrit, elle impose le jour, en défi à l'ennui. Je veux peut-être montrer en premier lieu que le regard d'une personne non-voyante, il est vivant. C'est pas le noir, le blackout et rien du tout, quoi. Son regard de photographe est désormais mis en lumière. Un groupe a sélectionné l'une de ses photos comme pochette d'album et il prépare de nouvelles expositions. Et puis nous sommes beaucoup à être des amis des animaux. Les chiens d'assistance sont élevés, vous allez le voir, dans un but par une association Handi-Chiens pour accompagner physiquement ou moralement les personnes en situation de handicap ou dans le besoin. Ouna est l'une de ces héros du quotidien et elle s'apprête à faire sa rentrée. Regardez ce reportage de nos partenaires Puissance TV qui l'ont suivi au sein de sa famille d'accueil lors d'une séance d'entraînement à Chancener. Ouna n'a que 15 mois, mais elle se prépare déjà à faire sa rentrée. Cette jeune Golden, accueillie par Océane alors qu'elle n'avait que quelques mois, a sa carrière toute tracée devant elle. Elle va devenir un chien d'assistance. Son rôle sera d'aider les personnes en situation de handicap, d'un point de vue technique, mais aussi moral et social. Elle fait partie des 3000 chiens placés en famille d'accueil par l'association Handi-Chiens. Au total, Ouna va suivre 22 mois de formation, dont 16 avec Océane. En fait, nous, on est là vraiment pour faire un chien bien dans ses pattes, pour lui faire découvrir un maximum de choses dans la vie. Et ensuite de ça, elle partira 6 mois à l'école. Ils vont choisir sa spécificité, selon le caractère, selon plein de choses. Et après ça, elle sera donnée à une personne qui sera dans le besoin. Cindy, la déléguée famille d'accueil en Haute-Marne, dirige la séance et apprend à chaque participant ce qu'on appelle des commandes. Vous marchez ici aléatoirement. Ce que je veux, c'est que les chiens ils restent concentrés sur vous, qu'ils n'aillent pas voir les autres. Mon but, on va dire, c'est de recruter des familles d'accueil et de les accompagner pendant toute la prééducation du chien. Je les fais travailler les commandes, toutes les commandes qu'on voit, que nos Handi-Chiens doivent connaître en partant à l'école. En même temps, ça me permet moi aussi de pouvoir garder un œil sur les chiens et de pouvoir voir leur évolution. La dernière étape avant l'entrée à l'école est le test d'admission. En France, 250 chiens par an sont répartis et formés par l'association. 444 familles d'accueil participent au programme et Cindy est la seule déléguée Handi-Chiens en Haute-Marne. Avez-vous déjà entendu parler du chessboxing? C'est une discipline sportive qui combine la stratégie des échecs et la boxe anglaise, oui. Tout droit inspiré d'une bande dessinée, ce sport unique alterne entre des rounds de boxe et des parties d'échecs et il met à l'épreuve à la fois la force physique et la capacité mentale des participants. Popularisé récemment, il attire divers athlètes amateurs de nouvelles expériences sportives et longtemps, un Français, Thomas Cazeneuve, a été le champion de cette discipline. Notre partenaire Télé-Nantes s'est rendu à Saint-Herblain pour assister à un entraînement. Regardez. Comme tout le monde, oui, ça m'a surpris. Je pense que les gens ne s'attendent pas à l'existence d'un sport avec une hybridation entre la boxe anglaise et les échecs qui ont vraiment des stéréotypes très opposés l'un de l'autre. Ça fait très récemment que j'ai commencé, parce que j'ai commencé les échecs aussi en septembre dernier.
Et je me suis dit, autant allier les capacités intellectuelles et physiques ensemble. Un combat de chessboxing, c'est une alternance de rounds d'échecs et de rounds de boxe, 3 minutes chacune. Donc le combat s'arrête par KO ou par échec et mat. Il y a aussi une notion de temps. Le combattant qui n'a plus de temps à la pendule perd la partie, perd le combat. Échec et mat. On appuie sur les pendules. Je m'appelle Gabriel Lacouture, je suis chessboxer et j'ai récemment remporté un combat en l'IFC 6 qui s'est déroulé à 7 en catégorie élite moins de 75 kg. À la base, je viens des échecs et je suis venu à la boxe par le chessboxing. C'est vrai que l'alternance est assez difficile. Je trouve que ça demande vraiment une grande concentration et une grande capacité vraiment beaucoup d'efforts de gestion des émotions et du souffle, d'avoir cette intensité dans la boxe, qui est un sport très intense, et de revenir vraiment à un état de concentration et d'analyse. On a la chance que la discipline soit représentée aux Olympiades culturelles. Et qu'est-ce que ça signifie pour le chessboxing? C'est déjà une mise en avant du sport, une présentation du sport et donc un pas en avant aussi. Voilà, et puis chez Albin Michel, les 60 ans du Nouvel Obs, qu'on appelait le Nouvel Observateur, où sont racontés 60 ans d'histoire de France. Un excellent livre que vous découvrez à l'écran de 240 pages, écrit par Sylvain Courage, le directeur adjoint de la rédaction de ce magazine devenu iconique. Le Nouvel Obs, 60 ans d'histoire de France, à trouver dans toutes les bonnes librairies. C'est une aventure digne d'un film, et pas de n'importe lequel. 2 jeunes de la cité de la Castellane à Marseille se retrouvent aujourd'hui au casting de Gladiateur 2, le film de Ridley Scott, actuellement au cinéma. Passionnés d'arts martiaux et d'équitation, leur détermination et leur talent ont transformé leurs rêves en réalité, le tout en offrant à Marseille une bien belle histoire de réussite. Un reportage de notre partenaire de La Provence. Je raccroche le téléphone et je lâche mon plateau, je le dépose, je fais « Wouah, je vais tourner dans Gladiator 2 !» À 26 et 19 ans, Mehdi et Merwan peuvent se vanter d'avoir joué sous les ordres de Ridley Scott dans Gladiator 2. Une histoire à peine croyable pour ces 2 jeunes Marseillais de la Castellane, passionnés de chevaux et d'arts martiaux. Mais derrière cette fabuleuse histoire, il y a un homme, ou plutôt une légende du cinéma, Jean-Charles Andrieux, ou Charlie, pour les intimes. J'ai fait pas mal de films, à peu près 80 films dans ma vie. Je connais un peu tous les chefs cascadeurs dans tous les pays. Et là, j'avais Gérard Naprou, qui était un Français qui vit en Angleterre, qui les avait vus. Et il m'a dit « Oh, tiens, tes petits jeunes, ils ne feraient pas gladiateurs, on a besoin de cavaliers. » Un début de carrière impressionnant sur un CV. Jouer dans un blockbuster américain, ce n'est pas donné à tout le monde. Les 2 frères sont d'ailleurs bien conscients d'avoir vécu un rêve éveillé. C'est un rêve qui se réalise, c'est un rêve d'enfant. Moi, je m'aurais dit à 6 ans en arrière, Mehdi, tu vas tourner dans Gladiator 2. Je vous aurais dit c'est impossible. Ben, comme quoi, avec le travail, ça paye toujours. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est une excitation de fou. Toute la soirée, j'étais là, je marchais. Tu vois les décors, tu as l'impression que c'est du réel, alors qu'en fait, c'est que du bois. Tout est incroyable, on est sur le cheval, il nous ramène à manger. On n'a pas le droit à l'erreur. En plus, il n'y a que des professionnels autour de nous. Et ça va qu'on a eu la chance qu'on a eu un maître qui était au top. Une aventure exceptionnelle pour ces 2 frères qui ne comptent pas en rester là. Maintenant qu'ils ont définitivement le pied à l'étrier, ces 2 prodiges de la voltige comptent bien marcher dans les pas de leur mentor. Un siècle de vie et des milliers de notes partagées, c'est une histoire qui réchauffe les cœurs en Moselle. À Jury, Olivier Perfetti, ancien professeur d'accordéon, a célébré ses 100 ans, entouré de ses anciens élèves et amis. Et notre partenaire Moselle TV a eu le privilège de faire partie des invités. Regardez. Voilà, bon anniversaire à Olivier. Pour son 100e anniversaire, Olivier Perfetti est accueilli comme une véritable rockstar. Professeur d'accordéon des années 40 aux années 60, l'homme a transmis son amour pour l'instrument avant à des dizaines d'élèves mosellans. C'est le grand plaisir. Et en plus, je les ai eus enfants.
Ça compte beaucoup de les avoir enfants. Âgé d'une dizaine d'années à l'époque, aujourd'hui ses élèves ont bien grandi. Et plus de 60 ans après, ils restent tous marqués par ce professeur d'exception. On apprenait tout en fait. On avait de la théorie, on avait de la lecture musicale, on avait du solfège, on avait des exercices et je trouve qu'il était vraiment exigeant et très pédagogue. Il m'a emmené faire des concours à droite, à gauche, à Paris, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai toujours été considéré comme un de ses meilleurs élèves. C'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, si on peut dire, qui m'a donné le goût de cet instrument et ce qui m'a permis après d'avoir une belle carrière musicale avec des rencontres extraordinaires. Son amour pour la musique et l'accordéon, voilà peut-être le secret de longévité d'Olivier Perfetti. Merci d'avoir partagé ces instants avec nous. Toute l'équipe du Grand JT des Territoires vous souhaite de belles fêtes et un joyeux Noël, entouré de ceux qui vous sont chers. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous et une nouvelle édition du Grand JT des Territoires.